l'époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce cauchemar. I think that's part of it too. I mean, if they really understood what was happening in Ireland, they would get themselves sorted out and stand on the right side here, because we identify very closely in our struggle for equality and our struggle against oppression. In fact, the whole inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad. But this is where, power comes into it. I mean, upper class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have the chance to oppress the women they marry, their daughters. Looking beyond that, then it would suggest that you would want a complete change in society. Definitely. Class change. Definitely. Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance. Bonjour et bienvenue dans le podcast Floraison, le podcast pour un mouvement de résistance écologiste, libertaire et féministe. Je suis Maëlle et je vais animer cette discussion avec deux autres stagiaires Floraison, Lorenzo. Bonjour. Et Hugo. Salut. Floraison est un média autonome, autogéré par des stagiaires. Cet épisode est réalisé en partenariat avec l'École du Chat Noir, l'École de la Révolte et de la Liberté, une série de vidéos de vulgarisation de l'anarchisme. Les épisodes de Floraison se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a eu une discussion improvisée sur les limites des marches pour le climat, une rencontre avec deux gilets jaunes écoféministes, la première partie d'un manuel de résistance, une lecture d'un ouvrage pour l'abolition du travail et son monde. Et aujourd'hui, nous avons fait le voyage jusqu'à chez une personne qu'on avait très envie de rencontrer et qu'on remercie pour son accueil. Nous rencontrons aujourd'hui Isabelle Attard, qui a travaillé comme députée française écologiste de 2012 à 2017. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue dans le podcast de Floraison. On ne se connaît pas et on a vu que tu t'es mise à suivre l'École du Chat Noir sur Twitter. Puis on a lu « Ancienne députée EELV, devenue éco-anarchiste féministe ». On s'est dit « Tiens, coucou, je suis sûre qu'on a vraiment des choses à se dire ». On va essayer de ne pas trop formaliser la discussion, mais je vous propose à toutes et tous qu'on sépare ce podcast en deux parties. Tout d'abord consacrée à l'antiparlementarisme et la critique du système représentatif, et dans un second temps sur le biocentrisme et la critique de la civilisation. Vaste programme, mais peut-être pour commencer, on pourrait te donner la parole, Isabelle, pour une présentation. Une présentation, c'est toujours ce qui est le plus délicat, parce qu'on ne sait pas par où commencer. Et voilà, j'ai été une directrice de musée, on va dire, et puis frustrée de ne pas pouvoir faire de politique. Frustrée parce que la fonction publique territoriale ne te permet pas de t'exprimer librement, en tout cas certainement pas par rapport à tes idées politiques. Et puis, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai pu effectivement militer davantage dans le seul parti qui me convenait à l'époque, puisque j'étais encore dans le système des partis politiques, convaincue que c'était par ce biais qu'on allait pouvoir améliorer la vie des gens. Et puis je me suis dit que, connaissant bien le fonctionnement de la ville de Bayeux où j'étais directrice du musée de la tapisserie, en fait, je me voyais bien être maire de la ville de Bayeux. Je voyais comment ça se passait, je me disais, après tout, je suis pas plus bête qu'une autre. Et je suis sûre que je peux y arriver. Mais pour être élue, il fallait que je m'exerce. Donc je me suis présentée aux législatives. Et j'ai été élue députée. Donc ne croyant pas du tout au cumul des mandats, en étant même totalement opposée au cumul des mandats, je n'allais absolument pas faire une campagne pour être maire de Bayeux. Et je me disais, finalement, en étant députée, oui, je dois certainement pouvoir faire des choses. Surtout dans un groupe où on appartiendra, si je suis élue, à une majorité présidentielle. Alors là, je ne me faisais pas d'illusions, faut être honnête. Je savais très bien que François Hollande n'était pas écologiste. Mais je me disais qu'avec un groupe, on pourrait certainement verdir sa politique et puis finalement les idées socialistes. Ça, c'était l'ancien temps. Voilà. Et puis, j'y croyais encore au point de vouloir faire un deuxième et dernier mandat. Mais j'étais déjà en réflexion
très intense à ce moment-là, à me poser énormément de questions sur mon rôle de députée. Est-ce que je servais à quelque chose? Est-ce que, en 2017 En 2017, ouais, au moment de se représenter pour un deuxième mandat. Et le fait de ne pas être élue a provoqué une réflexion certainement beaucoup plus intense et plus rapide, et une remise en question surtout. Et donc là, je peux à peu près dire, hein, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr, qu'au bout de 2 ans, j'ai effectué ce que je considérais être un travail de déconstruction et de reconstruction politique. Voilà où j'en suis. Merci. Du coup, on va continuer sur cette déconstruction. Ouais. Et on va du coup aborder l'antiparlementarisme. Ouais. On rentre dans le vif du sujet. Et puis, on dit ce qu'on a préparé. Et puis ensuite, on verra ce que ça évoque chez toi, comment tu le perçois. Notre partie s'appelle « L'antiparlementarisme des anarchistes ». Trop souvent associé à l'extrême droite, au boulangisme, au royalisme, bref, aux poubelles de l'histoire, l'antiparlementarisme est pourtant une tradition de la gauche, celle de Bakounine et de Louise Michel, la gauche de gauche, anarchiste, libertaire. On a l'habitude d'entendre le discours suivant sur les institutions de la République. La corruption a tout gangréné. La République entre dans un crépuscule du fait d'une promiscuité de ses élites. L'État a été volé par une équipe de filous, blablabla, je m'arrête là. Pas possible d'entendre autant de bêtises. Comme le dit le comité invisible dans le livre Maintenant, 80% des Français ont beau déclarer ne plus rien attendre des politiques, ils n'en sont pas moins 80% à faire confiance à l'État et à ses institutions. L'échec apparent des institutions est, bien souvent, leur fonction réelle. La notion de destitution est nécessaire pour libérer l'imaginaire révolutionnaire de tous les vieux fantasmes constituants qui l'entravent, de tout l'héritage trompeur de la Révolution française. Il y a 2 siècles, en 1789, l'abbé Sieyès, député du tiers-État, déclarait « Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. » En 1893, 100 ans plus tard, et il y a un siècle, éclate déjà un scandale appelé Panama, mais rien à voir avec la situation actuelle, quoique, une affaire de corruption qui implique plusieurs hommes politiques et industriels. La corruption n'est pas quelque chose de nouveau. Quand un capitaliste offre de l'argent à un parti politique pour obtenir des décisions qui vont dans son intérêt, on peut appeler ça de la corruption, mais on peut aussi appeler ça du lobbying, la République des lobbies, la démocratie bourgeoise. Déjà à cette époque, le premier scandale de Panama, les anarchistes formulent une critique du parlementarisme, du gouvernement représentatif en 3 axes, qu'on propose de décrire ici. Cette critique, elle est toujours d'actualité, en voici les grandes lignes. Donc le premier axe, la critique du suffrage universel. Le suffrage universel est le fondement du régime parlementaire, mais loin d'être un outil d'émancipation, il constitue en réalité une vaste supercherie. Faites vos jeux, rien ne va plus. La supercherie est la même tous les 5 ans pour l'électeur, qui se trouve aliéné au moins de 3 façons différentes. Premièrement, si le candidat de l'électeur n'est pas élu. Donc pendant 5 ans, cet électeur n'est pas représenté et subit la volonté des autres. Ensuite, si le candidat est élu, mais ne fait pas partie de la majorité. Il ne peut pas représenter les intérêts de l'électeur, et la majorité, c'est-à-dire la classe dominante, impose donc sa volonté aux minorités pendant 5 ans. Pour les anarchistes, qui revendiquent un droit du groupe minoritaire identique au groupe majoritaire, c'est donc un scandale. Et enfin, dans le cas où le candidat trahit ses promesses électorales, mais comme le mandat impératif est nul en République, les promesses des candidats engagent celles et ceux qui y croient, mais pas les élus. Le deuxième axe est la critique du système représentatif. On peut formuler la critique du système représentatif par 4 points. Tout d'abord, les députés ne sont pas compétents et compétentes sur tous les sujets, là où la participation directe et locale de toutes les intelligences serait nécessaire. Et comme le pouvoir corrompt et que la tentation est grande, cette position où quelques personnes seulement gèrent les affaires publiques est propice à la malhonnêteté. Donc, le système représentatif ne permet pas une bonne gestion des affaires publiques. Une deuxième critique, l'électeur est maintenu dans une attitude de soumission qui ne le responsabilise pas. En élisant finalement, il ne vote pas. Il s'abstient de fait et se décharge sur un maître.
Si les anarchistes ne veulent pas élire des députés, c'est parce qu'ils et elles ne veulent justement pas s'abstenir, mais bien s'occuper de leurs propres affaires. La troisième critique, le système représentatif éloigne l'électeur du pouvoir et noie les revendications des minorités dans ce caisson isolant qu'est la Chambre parlementaire. Cet éloignement du pouvoir a volontairement été créé par les bourgeois qui se méfient des gens qu'ils exploitent, et ils ont raison. Nous voulons, au contraire, reprendre pouvoir sur nos propres vies, sur nos libertés. Enfin, la quatrième critique, dans une société de classes, de plusieurs hiérarchies imbriquées les unes dans les autres, le régime parlementaire favorise la classe dominante. D'abord par le calcul des circonscriptions, ensuite à cause du Sénat, force conservatrice toujours entre les mains des plus puissants. Et enfin, car historiquement, le régime parlementaire est né d'un compromis entre monarchistes et républicains et qu'un grand nombre de procédés royalistes subsistent. Bref, les élus sont censés représenter l'intérêt général, mais dans une société de classe, l'intérêt général est toujours confondu avec celui de la classe dominante, du capital. Donc les élus représentent la classe dominante et le suffrage universel sert à créer l'illusion de la légitimité pour le tyran élu. Et le troisième axe qui concerne celui des parlementaires, eux-mêmes ou elles-mêmes. Qui sont-ils pour les masses exploitées ? La plupart du temps, ils et elles sont des représentants de la classe exploiteuse, de la classe dirigeante encadrante. Et même si des candidats honnêtes et proches du peuple sont élus, ils et elles finissent par s'en éloigner car le pouvoir corrompt, et ils vont penser à leur propre position, à celle de leur caste, plutôt qu'aux affaires publiques. Être élu, c'est être investi d'une mission. Et très vite, on imagine qu'on est talentueux, génial, supérieur, et l'idée d'imposer sa volonté aux autres devient de plus en plus acceptable. Les lois écrites iront à son profit, participeront à consolider sa position, sa carrière. Ces mêmes lois, qui n'ont pour but que de régulariser l'injustice, d'assurer la domination des forts sur les faibles, au mieux de la ménager, mais jamais de la renverser. Et finalement, le candidat ou la candidate élue est celui ou celle qui a le plus promis. Isabelle, toi qui as vécu tout cela de l'intérieur, dans ton esprit, dans ton corps, comment cette critique résonne-t-elle avec ta propre expérience ? Je pense que quand on peut affirmer que le pouvoir corrompt, c'est vrai. Et je le réalise aujourd'hui, alors que je ne le voyais pas en 2012, quand j'étais candidate et quand j'ai été élue. Et ce qui résonne surtout, c'est le mot « élu ». Finalement, rien que ce mot nous place dans une caste à part, qui rejoint finalement « élu de Dieu ». Et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier, parce que déjà, rien que le fait de gagner une élection nous met effectivement déjà dans cette catégorie de dominants. Mais ce mot n'est pas forcément employé par nous. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont voté pour nous attendent des choses en retour. Alors, je parle de clientélisme beaucoup, mais finalement, ces personnes-là nous ont mises dans une catégorie à part. Finalement, même si on ne le veut pas personnellement, on aura un entourage qui va favoriser cette différence de classe. Et c'est pas si évident au départ. C'est quelque chose qu'on ne peut pas supposer lorsqu'on démarre dans la politique, lorsqu'on souhaite représenter les gens, parce qu'on est bien là dans cette démocratie représentative, que ce soit pour une élection législative ou au municipal, on va représenter. Et tant qu'on est dans ce schéma, on peut pas supposer, on peut pas imaginer cette attente des gens qui nous entourent, qui finalement ne remettent pas en question le système et trouvent ça tout à fait légitime qu'on soit à cette place-là. Et lorsqu'on essaye soi-même d'être avec les gens, d'avoir une attitude la plus simple, la plus humble possible, il y aura toujours quelqu'un pour vous rappeler que c'est vous l'élu. Et qui vous dira, mais Madame Attard, pourquoi est-ce que vous faites la queue ? Venez donc prendre une assiette à tel endroit. Ou Madame la députée, est-ce que je peux vous aider ? Ou Madame la députée, est-ce que je peux ? Etc. etc. Et cette sorte, avec de gros guillemets, de servilité, finalement, renforce l'impression de pouvoir qu'on peut avoir. Et ce cercle vicieux, je crois qu'il touche tout le monde. Chaque personne élue pour la première fois ne part certainement pas obligatoirement avec des mauvaises intentions ou avec l'intention de s'enrichir ou avec celle de finalement favoriser les lobbies ou favoriser des multinationales ou globalement le pouvoir en place.
mais il rentre dans un système qui va le corrompre. Et c'est en comprenant finalement toutes ces imbrications et tout ce fonctionnement qu'on a envie d'en sortir et de trouver d'autres moyens finalement de s'émanciper ou de faire en sorte que ce pouvoir soit pas vraiment partagé et non plus rester dans ce système représentatif. Quand tu dis, donc toi tu l'as vécu en fait, tu as vu des gens d'un coup te traiter différemment. Oui. Et du coup ça t'a choqué parce que tu t'es dit oui. J'interprète. Non mais c'est ça. J'ai mais j'ai pas changé entre le 17 juin 2012 et depuis le 17 juin 2012, je ne suis pas une autre personne. Donc vous pouvez continuer à me parler comme avant ou à m'aborder comme avant. On peut avoir les mêmes discussions et puis voilà. Mais non, il y a eu tout de suite une barrière. Et en plus, je me demande, est-ce que la majorité des députés, en fait, ont ce réflexe parce que peut-être qu'ils sont habitués aussi déjà de par là où ils viennent d'être traités comme ça par la majorité de la population. Si je reste dans le petit groupe que nous étions, de députés écologistes en 2012, la plupart, on n'était pas dans un milieu de politique nationale avec de grandes responsabilités. Il n'y avait que 2 anciens élus avec nous, Noël Mamère et François de Rugy. Tous les autres étaient des nouveaux élus. Certains avaient trempé dans le milieu politique, on va dire, depuis quelques années, mais il y avait beaucoup de personnes finalement avec le même profil que moi, des enseignants, une viticultrice, syndicalistes, etc., qui n'avaient pas exercé de mandat national ni même local. Donc finalement, moi je me disais, mais c'est bien parce que justement, on est plus à l'image finalement de notre pays, de notre société. Donc finalement, c'est une bonne chose. Et eux n'étaient pas habitués non plus à ce qu'on nous traite avec des salam-alek, etc. Pas du tout. Mais finalement, j'ai vu aussi des personnes de mon propre groupe changer en moins de 6 mois. Je les ai vus parler différemment à une serveuse dans un restaurant, en étant plus agressif, comme si notre rang, maintenant, méritait finalement qu'on nous serve plus vite qu'un citoyen lambda ou qu'on nous traite mieux qu'un citoyen lambda. Et je l'ai vu et je vous assure que ça va très très vite. En combien de temps ? En moins de 6 mois. Parce qu'il n'y a pas que la vie à l'Assemblée, il y a bien sûr cette vie en circonscription où vous avez droit du coup à... Vous ne cherchez pas les privilèges, mais on vous en donne. Moi j'avais un petit avantage, c'est que ayant vécu en Suède pendant de nombreuses années, j'avais vu ce fonctionnement finalement politique suédois, enfin scandinave de façon générale. J'avais vu ce rapport plus simple des élus, quels qu'ils soient, avec la population. Alors, pardon, tu veux dire un truc ? Justement, là, tu abordes beaucoup la position de l'élu par rapport à la position du citoyen. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler des élus aussi entre eux, comment ça se passe quand on fait partie de l'opposition, qu'est-ce que ça fait véritablement et comment est-ce que ça a pu éveiller peut-être les premières déconstructions après que ton parcours aboutira. Oui, on peut dire les premières déceptions qui ont débouché sur une déconstruction. Et en fait, au début, on y croit. Voilà. À partir de ce principe-là, au début, on est élu, on se dit on va réussir à faire bouger les choses dans notre pays, parce que finalement, on a toujours baigné dans cette démocratie représentative, que je m'étais pas plus posé de questions que ça, même si j'avais un père un militant écolo forcené, on va dire comme ça, qui, je le dis souvent, il militait pour 12, donc c'était pas la peine que je m'y mette, puisque lui, il le faisait très bien pour moi. Mais j'avais quand même, malgré tout, baigné dans un univers qui est toujours le même, et qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui, de démocratie représentative. Et j'avais pas en tête un autre modèle avec lequel j'aurais pu comparer. Donc j'étais là-dedans. Donc on y croit, on sait qu'on est en 2012, on est quand même associé au gouvernement. On a des ministres écologistes quand même, il y a Cécile Duflot, Pascal Canfin au gouvernement, dans des postes qui sont importants. On forme un groupe, on se dit que on arrivera bien à faire passer quelques lois qui vont aller dans le sens de l'écologie. J'ai pas dit de la décroissance, mais de l'écologie, verdir un peu la politique socialiste.
Ça, on y croit. Et puis en fait, petit à petit, on comprend mieux que quelles que soient les avancées qu'on va obtenir, ces avancées, elles vont être annulées par d'autres projets de loi, parce que, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai pas conçu, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors, si vous posez la question à un autre député écologiste, il vous dira certainement autre chose. Mais mon vécu dans ce groupe était que finalement, on pourrait rien faire du tout avec les socialistes et que malgré tous nos efforts, ce serait une petite goutte d'eau finalement dans un univers libéral. On était là en train de bouger, de brasser de l'air comme des forcenés pour si peu de choses. Et compte tenu de l'urgence, c'était d'autant plus dramatique. C'est-à-dire que plus je nous voyais noyés dans cette marée libérale, plus je m'interrogeais sur finalement notre rôle. Et au vu de l'urgence, ça devenait de plus en plus terrible ce fossé-là. Donc c'est comme ça qu'effectivement j'ai commencé à ma déconvenue, mais c'est en découvrant également le fonctionnement de l'Assemblée, tout court. Le fait de passer des accords, tu votes cet amendement et moi je vote le tien, t'inquiète pas, j'entendais des députés garantir à des ministres que tout le groupe écologiste voterait telle loi, alors que non, moi j'avais certainement pas l'intention de la voter, mais c'était comme ça. Et puis vous avez un moment très fort dans la vie du Parlement, c'est le vote du budget. Chaque année, en octobre-novembre, on vote les budgets. Et si vous ne votez pas le budget du gouvernement, c'est un signe que vous êtes dans l'opposition. Donc finalement, c'est un bon moment test. Et je sais qu'en 2013, j'ai pas voté le budget et que je l'ai pas voté non plus pour les années d'après. Donc je pense qu'assez vite, je me suis retrouvée dans une situation extrêmement ambiguë, d'être à la fois dans un groupe qui faisait partie de la majorité, en me sentant clairement dans l'opposition. Et d'être entre deux chaises, à lutter péniblement pour qu'on respecte un programme. Et c'est comme si je me battais pour que François Hollande respecte son programme. C'est quelque chose d'inimaginable. Je ne concevais pas mon rôle de cette façon-là. Et finalement, à chaque fois, je rappelais tel élément fait partie de... C'est la proposition c'est l'engagement numéro 42 du président de la République. Je vous demande, vous, députés socialistes, de la respecter. Et c'est inimaginable. Mais est-ce que tu savais que, à ce moment-là, que clairement, au niveau de la loi, il n'était pas obligé de toute façon de respecter ses promesses, de respecter ses engagements entre guillemets? On le comprend vite, mais c'est quand même choquant. C'est-à-dire que je ne suis pas une personnalité politique à la base. Je suis une directrice de musée qui a eu plusieurs vies, on va dire, à 42 ans. J'ai idéalisé très probablement cette assemblée. J'avais aussi l'impression, quand je suis arrivée, que j'allais me retrouver dans une assemblée de gens très très intelligents, en tout cas bien plus intelligents que moi, bien plus éduqués, bien plus habiles que moi. Pour l'habileté, ça, je suis sûre qu'ils étaient plus habiles que moi. Ça, j'en reste convaincue. Par contre, après, pour le reste, je me suis dit, non, finalement, je vais y arriver. Je dois être à la hauteur. Et puis, les déceptions arrivent, parce que quand vous voyez certains argumentaires déployés pour défendre des amendements inacceptables, quand vous voyez des députés qui lisent des amendements, des propositions écrites directement par les lobbies, le lobby de la chasse, le lobby du tabac, etc., et qu'ils répètent ces arguments, y compris avec les fautes d'orthographe et avec les coquilles, et que ces mêmes arguments sont répétés à la faute près par des représentants de tous les groupes parlementaires de l'hémicycle. Là, vous vous dites que vous êtes quand même vous avez un gros problème, et vous comprenez que le pouvoir n'est pas à l'Assemblée. Alors au début, j'ai cru que le pouvoir était dans les cabinets ministériels. Parce que vous avez l'équivalent, finalement, vous avez, si je prends un exemple, vous aviez la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais en parallèle, vous aviez le conseiller présidentiel en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Lequel avait le plus de pouvoir? Ça, je l'ai compris en juillet 2013, quand j'étais en charge du projet de loi justement sur la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qu'en dernier recours, j'ai dû traiter avec le conseiller présidentiel, le conseiller de l'Élysée, et pas avec les personnes du cabinet de la ministre. Ça, c'était au début, mais à la toute fin, pour les arbitrages finaux, c'était l'Élysée. Donc, à ce moment-là, j'ai cru que le pouvoir était à l'Élysée.
Donc on n'est plus sur le pouvoir, la séparation des pouvoirs commençait déjà à en prendre un grand coup dans la gueule. Là, l'étape d'après, c'est de comprendre que ce sont les lobbies qui décident. Et ce sont les multinationales qui imposent absolument toutes leurs décisions, que c'est la FNSEA qui va absolument dicter la politique agricole de la France, que vous avez les GAFAM qui, soi-disant ennemis de notre démocratie, passent leurs amendements à l'aise, etc., etc. Donc, le pouvoir n'est ni à l'Assemblée ni à l'Élysée, il est dans le pouvoir ultralibéral et le capitalisme. Et du coup, en fait, donc là on est vraiment dans la critique des institutions, en se disant si le pouvoir corrompt, en fait, le problème n'est pas tant les personnes qui y vont, c'est que structurellement, en fait, elles vont se retrouver dans cette position qui les maintiennent dans cette perspective du pouvoir, en fait, qui est, comme tu dis, économique, capitaliste, ou les infrastructures. Est-ce que toi, maintenant, en fait, quand tu publiquement critiques ça, un tout petit peu, est-ce que, en fait, du coup, de quoi on t'accuse ? On m'accuse clairement d'être aigrie, de ne pas avoir accepté ma défaite, et d'être dans une position critique et que je n'aurais pas si finalement j'avais été élue en juin 2017. Et c'est très difficile de faire entendre une voix critique de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, parce que on va toujours vous sortir une bonne raison, une fausse bonne raison de critiquer. Moi, au départ, je ne nie pas que j'ai été déçue de ne pas être élue une deuxième fois. Parce que, comme je m'étais toujours dit, je ferai 2 mandats maximum et après je ferai autre chose, je me disais, je vais le faire, ce deuxième mandat. Je voyais bien que la situation était en train de se dégrader clairement. Emmanuel Macron a été ministre pendant que j'étais députée. C'est pas une surprise, l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, et en tout cas, ses idées n'avaient rien de surprenant. Donc, je me disais, ça va être dur. Ça va être très dur, surtout après l'élection présidentielle, alors qu'on est en campagne. Mais je me disais, tiens, je vais quand même le faire. Je vais quand même essayer, même si on est seul. Et j'étais toujours dans le système. Parce que je me disais, même si ça fait très peu avancer les choses, on fait entendre une voix qui n'est pas celle du gouvernement, juste pour pouvoir dire qu'il y a une liberté d'expression, qu'il y a une séparation des pouvoirs, pour pouvoir dire, finalement, il n'y a pas que la voix du chef qui est entendue, il faut faire entendre autre chose. Ça, c'était ce dont j'étais convaincue en juin 2017. Même après le 49.3, la loi travail. L'état d'urgence. Oui, non, mais tout ça, je l'ai subi fortement. Parce que je me souviens d'un mois de juillet 2016 où la jambe, le pied dans le plâtre et en chaise à roulettes, je me retrouve toute seule à demander à voter contre un renouvellement d'état d'urgence à 2h du matin. Et ce jour-là, je peux vous assurer que c'est la première fois de tout mon mandat où je suis allée dans l'hémicycle à reculons. Il fallait que j'y aille. C'est comme si quelqu'un vous disait, ben voilà, mon travail, mon devoir, c'est de défendre nos libertés, et donc je dois dire des mots forts à l'Assemblée, même si je suis toute seule et même si j'ai tout le monde contre moi. Mais il y a tout un antécédent. Vous savez très bien que vous avez été traité dans un magnifique journal d'extrême droite de traître à la nation. Et il y a toute cette lutte depuis le premier état d'urgence, etc., où vous êtes traité de tous les noms, de pro-terroristes, etc. Et c'est extrêmement difficile. Et malgré tout, je restais encore convaincue qu'il fallait se battre pour faire entendre autre chose. Juste pour que des citoyens se disent tout n'est pas foutu. Voilà, c'était cet espoir finalement de se dire non, le monde n'est pas manichéen, notre société ne l'est pas. On peut pas imaginer finalement qu'il y ait une pensée unique dans notre pays, et donc il faut pouvoir exprimer autre chose. Comme si je m'accrochais désespérément à cette séparation des pouvoirs dans laquelle je ne croyais plus. Oui, du coup, qu'est-ce que t'as sauvé ? La séparation du pouvoir ou l'apparence de la séparation des pouvoirs et de la liberté d'expression ? Je pense qu'en juin 2017, j'étais déjà en train d'avoir de me poser de grosses questions. Mon cher compagnon m'avait déjà mis dans les mains un livre extrêmement important qui était sur les écrits et les texte de Murray Bookchin et donc de l'écologie sociale. Donc j'avais déjà, je pense, le virus anarchiste déjà
implanter le virus libertaire, l'antidote libertaire d'implanter dans le cerveau, où déjà je commençais à me dire qu'un autre monde était peut-être possible. Et donc je commençais à me poser beaucoup de questions. Mais en fait, je sais que mes collaboratrices ne me démentiraient pas. En fait, ce que je voulais, tout en sachant que c'était foutu à l'Assemblée. C'est-à-dire que foutu pour foutu, enfin, c'est-à-dire que de toute façon il y aurait une marée de députés macronistes et que jamais je ne pourrais faire passer quoi que ce soit. Je me disais que mon rôle à ce moment-là, c'était sur le terrain, en circonscription, en Normandie, de continuer à animer des débats, de continuer à diffuser des films, parce que j'ai quand même en 2016 diffusé, j'ai pas voté. Donc ça prouve quand même que je me posais quelques questions sur notre système démocratique. Donc j'étais plus dans un rôle d'animatrice de territoire, pour faire circuler la parole. J'avais fait un jury tiré au sort pour distribuer de l'argent de la réserve parlementaire. Mon rôle, tel que je le concevais à ce moment-là, c'était de me dire, ok, je ne crois plus dans nos institutions. Par contre, je continue à croire dans un rôle pour favoriser l'émancipation de chacun. Et donc, pour ça, il faut animer des débats, il faut faire que les gens participent à la politique eux-mêmes, prennent des décisions, se prennent en main, se prennent en charge. Et ça, je me disais que là, j'avais un rôle à jouer. Voilà, alors, uniquement là. Nous, on trouve ça vraiment exceptionnel, je pense. Le fait de débattre et de commencer à réfléchir à une autre organisation et à rentrer en résistance face au système, face à l'exploitation, à la domination. Et d'un point de vue de résistance, on peut même aller plus loin et de dire, ce travail, en fait, il peut être fait en dehors de... c'est vrai qu'il y a un budget parlementaire, mais en dehors de tout ça, en fait, en dehors des institutions. Et là, vraiment, c'est la perspective d'une résistance, c'est-à-dire de construire tout ça en dehors de la circonscription ou peut-être une autre région ou une autre commune qui a un autre sens que ce découpage... arbitraire. Oui, en dehors même des limites administratives fixées par... l'empereur Napoléon. C'est ça. Il y a un cadre, c'est clair, il y a un cadre à la fois pour les députés, mais pour les communes, les départements, etc. Et il y a tout à réinventer d'un monde parallèle qui fonctionnerait mieux, en tout cas, on peut l'espérer, et où chacun aurait un rôle à jouer et pourrait se faire entendre. C'est cet idéal-là, finalement, que je considère comme l'idéal anarchiste et qui est par-dessus tout le reste dans mes réflexions et dans ma reconstruction telle que je l'ai effectuée depuis 2 ans finalement. Alors, excuse-moi Isabelle, tu as dit anarchiste, mais Quoi mais tout ce que veulent les anarchistes, c'est le chaos. Tout à fait. Et les anarchistes ne veulent pas du pouvoir, ils veulent l'ordre sans le pouvoir, en tout cas sans la hiérarchie et sans le chef. Et c'est très important, à mes yeux, de pouvoir avoir de l'ordre sans chef. En tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir réhabiliter ce mot, qui est pour moi admirable et magnifique à lui tout seul. Et souvent, je dis que finalement, la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, c'est 100% anarchiste. En fait, on a une devise anarchiste et pas du tout républicaine. Mais la liberté sans l'égalité. Mais je suis entièrement d'accord. Égalité, solidarité. Solidarité. Alors, j'avais aussi imaginé sororité à la fin, mais dans un esprit de paix des genres, on va dire solidarité. J'hésite toujours entre les deux, mais il y a un S à la fin. Et du coup, pour que ça arrive, il faut que les gens se débarrassent de cette recherche de leader à chaque fois dont tu parlais au début, en fait. D'avoir toujours besoin de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment on fait. Pour moi, c'est un signe extrêmement fort de servitude volontaire. Octave Mirbeau était pas loin de Bayeux, là où j'ai été élue. Il était de Trévières, donc c'est un petit village à côté de Bayeux. Et... c'est dommage finalement, je t'ai découvert les qualités d'Octave Mirbeau que très tard. C'était triste. Je trouve ça triste, en fait, que des gens aient besoin d'un leader ou d'un guide ou d'un gourou ou d'un curé ou d'un imam, quel qu'il soit, quelle que soit la nature du chef. Je trouve ça triste parce que on s'enlève à soi-même une capacité de réflexion, on dépend de quelqu'un. Il y a à la fois la notion
de facilité, de dépendance, d'infantilisation surtout. D'amputation. Voilà, on nous enlève finalement notre capacité de réflexion et notre capacité de décision, de choix. Voilà, alors que nous sommes capables tous de faire des choix, on est tous capables de comprendre une situation. Il suffit pour cela d'avoir les éléments nécessaires à notre prise de décision, on est capable de le faire. Ça m'a toujours rendu triste, vraiment. C'est-à-dire que j'avais pas envie que des gens me suivent en me mettant dans cette case. J'avais envie que des gens puissent se dire tiens, on a appris quelque chose grâce à Isabelle. Ça oui, je veux bien qu'on se le dise. Mais grâce à Isabelle, on a réussi à faire, on a eu ça, on a eu telle loi où on a eu de l'argent pour faire notre projet. Non, ça c'est quelque chose d'inconcevable en fait pour moi. C'est pour ça que très vite, je me suis vraiment plus vue comme animatrice, celle qui passe la parole, celle qui redonne finalement des responsabilités à ceux qui n'en ont plus ou qui croient qu'ils n'ont plus le droit d'en prendre. C'est assez complexe, mais c'est à nouveau, c'est avoir des adultes responsables en face de soi et non pas des moutons. Donc très vite, ça ne peut pas marcher. Je veux dire, on peut plus être à la fois dans la démocratie représentative et avoir ce genre d'idée, ou alors on devient fou. Et peut-être que j'allais devenir, si j'étais restée députée, peut-être que je serais devenue folle. Et du coup, qu'est-ce que tu veux ? Du coup, je suis pas folle. Et ça tombe bien. Du coup, je sais ce que je veux. Je sais quel est mon idéal, quel est notre idéal. Et pour moi, l'anarchie est à la fois une philosophie, un idéal, une façon de vivre, tout à la fois, qui redonne de la puissance à chaque être humain et qui le replace surtout à sa place sur la Terre, c'est-à-dire une responsabilité par rapport à la faune, par rapport à l'écosystème qui nous entoure, un moyen de lutter contre toute forme de domination, quelle qu'elle soit, que ce soit homme sur homme, ou homme sur femme, ou homme sur animaux, etc. Donc ça remet en cause forcément tout dans la sphère politique, dans la sphère familiale, dans la sphère, dans votre vie de tous les jours. Forcément, ça remet tout en question. Et pour moi, c'est important et beau et porteur d'espoir. Et finalement, ma conclusion aujourd'hui, c'est que c'est certainement ce qui est ma seule source d'espoir. Pour ouvrir les portes du futur qui ne seront pas ouvertes tant qu'on ne leur aura pas forcé. Et quand tu disais, nous on a des potes dans l'éducation populaire, et tout ça c'est vraiment magnifique, et tu décris très bien l'amputation des subjectivités, de ne pas pouvoir être maître de sa propre liberté, de ses propres désirs. De sa vie. Et tout ça n'est pas possible sans démanteler les structures de domination qui existent malgré des prises de conscience personnelles, parce que nous, on a beau prendre conscience de choses, on n'en reste pas moins dominé politiquement par l'État, sa police, physiquement, économiquement, par le patronat, le capital, des relations. Et l'anarchie, c'est pas seulement effectivement une remise en question personnelle, mais une remise en question des structures qui font qu'on est dans cet état. C'est ça, de comprendre comment on en est arrivé là, de quelle façon on pourra en sortir. Et surtout, ça fait réaliser quelque chose qui fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu la solidarité. Et quand on revient sur les textes et les créations finalement du mouvement anarchiste dans le monde entier, ce qui apparaît le plus à la figure, c'est la solidarité entre les gens. Et ce qui m'attriste aussi, c'est le fait de voir cette solidarité disparaître. Parce qu'on est dans un monde qui a tout fait pour que l'individualisme règne. Et c'est très important pour moi de relier tout ça avec ce qu'on appelle la psychologie positive et le fait d'inverser la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que pour résumer, avant on avait, avec cette pyramide, un peu la base, c'est-à-dire de dire qu'il faut satisfaire des besoins primaires, qu'on ait de quoi manger, un toit, on va dire, et puis des vêtements, etc., de façon à avoir cette sécurité qui nous permet la réflexion, qui nous donne la capacité de remettre en cause un système, parce que quand on n'a quand même pas besoin de lutter pour pouvoir se nourrir, c'est une première sécurité. Aujourd'hui, la pyramide de Maslow, elle est inversée, puisqu'en premier, on doit chercher le bonheur, on doit être heureux. C'est une injonction à être heureux. Et cette injonction,
Elle est importante pour moi parce que finalement, elle fait en sorte qu'on ne se regarde que le nombril, parce que nous sommes responsables de notre propre bonheur. Si on n'est pas heureux, c'est de notre faute. Et donc, elle empêche toute remise en question, toute condamnation, toute lutte contre un patron autoritaire, contre un État autoritaire, contre un gouvernement qui ne fait pas son travail. Il y a une inversion complète du rapport de force. C'est soi-même, soyons heureux. Et si je critique, je deviens une personne nuisible. Parce que finalement, je n'incarne pas le bonheur absolu, je ne souris pas tout le temps, et donc je suis une personne qui n'est pas intéressante. Et c'est surtout une incantation, une injonction à rester seul chez soi et à ne pas se regrouper avec d'autres, à la fois pour chercher de l'aide, pour se joindre à une lutte, pour défendre des opprimés, etc. Tout ça est annihilé complètement. Et c'est beaucoup plus dramatique que ce que j'imaginais. Les conséquences de tout ça sont beaucoup plus dramatiques. Sur l'isolement, sur le repli sur soi, sur la non-solidarité. Et finalement, on ne voit même plus qu'il y a une possibilité d'échapper au système actuel. Il y avait peut-être une anecdote. Tout à l'heure, tu nous as raconté 2 choses intéressantes sur... j'ai pas envie de les dire en fait. J'ai envie que tu les, sur la déconnexion des élus avec, oui, sur avec le peuple. Voilà. Et que tu étais toute seule. Ce qui est intéressant, parce que quand on parle de cette... Je disais qu'on était très vite déconnecté finalement de la vie réelle, d'une vie simple, celle qu'on avait avant, en moins de 6 mois. Je pense que l'organisation de l'Assemblée, telle qu'elle est aujourd'hui, fait en sorte qu'on se retrouve effectivement déconnecté. C'est une ville dans la ville. C'est une ville de 1200 fonctionnaires d'État en plein cœur du 7e arrondissement, où on dort sur place, on mange sur place, on peut s'habiller. Enfin, non, il n'y a pas encore de magasin dans l'Assemblée nationale. On peut acheter son journal, on peut se faire couper les cheveux, on peut aller à sa banque, tout en restant dans les murs, dans l'enceinte. Je n'ai pas dit l'enceinte fortifiée, hein, mais vu le nombre de gendarmes et de services de sécurité à l'intérieur de l'Assemblée, je pense que vous ne rentrez pas comme dans un moulin à l'Assemblée. Et donc, dans cette enceinte, vous pouvez y rester des jours et des jours. Et c'est une forme d'isolement, parce que du coup, vous êtes effectivement en dehors du temps. Il y a des moments où j'arrivais même plus à savoir s'il était 1h du matin, 5h du mat, ou vous enchaînez les textes toute la nuit, et après vous avez des réunions de commission à 10h du matin, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, vous avez... Des fois, on est resté tout le week-end à l'Assemblée. Et il y a un moyen, effectivement, assez rapide de rejoindre l'Assemblée quand on est dans son bureau, c'est le fameux tunnel le tunnel souterrain qui relie les chambres bureaux du 101 rue de l'Université avec l'hémicycle. Alors ça peut avoir un aspect extrêmement pratique. Il pleut dehors, vous devez faire 10 allers-retours dans la journée entre l'hémicycle et votre bureau ou d'autres salles de réunion. Autant s'éviter la flotte et rester dans ce beau tunnel du troisième sous-sol. Et puis il y a finalement une autre fonction, c'est celle d'éviter les manifestants en tout genre. Alors, au départ, je me disais, c'est plutôt bien, c'est plutôt chouette d'éviter les manifestants de la manif pour tous. J'avoue qu'en plein débat sur le mariage pour tous, ne pas subir des agressions telles que je les ai subies dans ma circonscription, puisque mon domicile a été placardé avec une affiche absolument dégueulasse. Je préférais au moins, à ce moment-là, pouvoir réfléchir tranquillement, de manière lucide et apaisée, loin du bruit des slogans de la manif pour tous. Bon, mais il y a aussi tous les manifestants contre la loi travail qui étaient chassés à coups de matraque des abords de l'Assemblée. Et je me souviens des moments où je faisais la navette entre manifestants contre la loi travail et l'hémicycle, et du regard extrêmement choqué des CRS qui vérifiaient ma carte de député et qui ne comprenaient pas que je puisse à la fois être du côté des manifestants et rejoindre tranquillement, en montrant ma carte, l'hémicycle pour voter contre. Toi mon enfant, toi qui tues le temps dans la vieille école des dominants, n'écoute pas leurs belles histoires. Il est à toi ce glorieux étendard. Amis, amis, compagnons de misère,
est à toi ce glorieux étendard. Amis, amis, compagnons de misère, n'aie pas peur de le voir. Éric, l'ami, quand il vole dans les airs, notre grand drapeau noir, notre grand drapeau noir. Toi qui t'inquiètes pour notre planète, toi qui ne crois plus aux petits gestes, relève la tête, il n'est pas trop tard. Il est à toi ce glorieux étendard. Amis, amis, compagnons de misère, n'aie pas peur de le voir. Éric, l'ami, quand il vole dans les airs, notre grand drapeau noir, notre grand drapeau noir. Bon retour avec nous sur Floraison. Bon retour sur Floraison. Et bien après une courte pause, on va revenir sur le podcast de Floraison avec une deuxième partie consacrée au biocentrisme. Alors qu'est-ce que le biocentrisme ? C'est une pensée philosophique sur laquelle repose l'écologie profonde et l'écologie radicale. Alors une petite définition serait que la nature n'existe pas pour servir les humains, mais les humains sont une partie de la nature, une espèce parmi d'autres. Toutes les espèces ont le droit d'exister pour elles-mêmes, qu'elles soient utiles ou non aux humains. Et la biodiversité a de la valeur pour elle-même, en ce qu'elle permet l'épanouissement de la vie humaine et non humaine. Isabelle, on pense que depuis septembre dernier, tu as beaucoup lu et beaucoup réfléchi à ces sujets-là. Il faut certainement du temps disponible, des outils analytiques et faire certainement des rencontres pour permettre la floraison d'une pensée radicale. Il faut aussi s'être investi dans une lutte, dans un processus de transformation sociale et avoir été déçu quand cette lutte mène à une impasse. Tu nous as dit qu'une des rencontres que tu avais faites et qui t'avait transformée, c'est avec le livre de Daniel Quinn, Ishmael, sous-titré « L'homme une fois disparu, y aura-t-il un espoir pour le gorille ?» livre dont tu as rédigé la préface pour sa publication aux éditions Livres. Tu y écris, donc je cite, « Un conte philosophique a toujours vocation à faire réfléchir. Seulement, je ne pensais pas un jour recevoir un coup de poing littéraire, percutant à ce point l'ensemble des connaissances accumulées pendant une petite vie de quadragénaire. L'endoctrinement est tel que la déconnexion peut parfois prendre du temps. Elle peut s'avérer douloureuse, mais sera toujours bénéfique. Peux-tu nous raconter cela ? Quel nouveau regard ce livre t'a apporté ? Et par quelle résistance psychologique es-tu passé pour décentrer ton regard ? Oui, c'est vrai que la lecture d'Ishmael, qui est un best-seller, mais qui était complètement passé à côté de mes radars, je remercie les éditions Libres parce que ils m'ont permis justement de lire un ouvrage fondamental et qui ne peut pas laisser indifférent. C'est évident, je veux dire qu'on se pose des questions ou pas, à la lecture de cet ouvrage, on voit le monde de façon complètement différente. Et surtout, on voit ce qu'on nous a appris, que ce soit à l'école ou à l'université ou via les médias ou toutes nos lectures qu'on peut faire dans sa vie. On nous met dans la position du dominant. C'est-à-dire l'être humain, Homo sapiens sapiens, est l'espèce dominante sur Terre. Et c'est étrange à quel point personne ne remet en question finalement cette domination suprême. Et je m'étais déjà posé la question, de grosses questions, et c'est ce que je dis aussi dans cette préface, parce que mes études, c'est d'être archéozoologue. Je suis archéozoologue, c'est-à-dire une archéologue spécialisée dans les ossements animaux. Et quand on étudie les ossements animaux, ça nous permet justement de replacer l'homme à sa vraie place dans la nature, au sein des autres espèces, que ce soit animales ou végétales. Et je sais que j'avais toujours beaucoup de discussions avec mon directeur de recherche qui lui, ne remettait pas en question finalement la suprématie de l'espèce humaine sur les autres espèces. C'est quelqu'un de génial, enfin, c'est un excellent professeur. Mais moi, ça me titillait franchement, quoi. Je veux dire, pourquoi on devrait, nous, être finalement les dominants ? Qu'est-ce qui, un jour, a fait en sorte qu'on décide pour toutes les autres espèces sur Terre, et qu'on impose notre civilisation, notre mode de vie, nos destructions. Finalement, on a plus imposé de destruction qu'autre chose. En tout cas, vis-à-vis des autres espèces, nous sommes les destructeurs. Et de lire un livre qui oblige à cette réflexion et à redéfinir ce qu'est une civilisation, ce qu'est un progrès technique ou un progrès technologique, qu'est-ce que le progrès tout court,
Alors si le progrès, c'est de nous mettre dans une situation aujourd'hui où on met en péril finalement la planète entière, où on a créé des mers de plastique, où nos fonds d'océan sont morts et où des espaces immenses sur Terre ne sont plus vivables, alors si c'est ça le progrès, mais pourquoi ne pas le rejeter complètement ? Pourquoi ne pas se poser la question de revenir à un moment donné de notre histoire où on a bifurqué, on a pris le choix de dominer la Terre. Et cette remise en question finalement de l'anthropocentrisme est pour moi cruciale. C'est-à-dire, c'est déjà un pas énorme dans cette compréhension de la philosophie anarchiste, c'est-à-dire retrouver du sens, retrouver sa place, respecter les autres, mais pas que les autres humains. Tout ça, ça fait partie finalement du même monde, de la même réflexion. Il y a forcément un mode de vie agréable à trouver qui ne soit ni celui que nous avons aujourd'hui, ni celui du paléolithique. Et qui respecte... Et c'est toujours très délicat, cette réflexion-là. C'est où s'arrête la technologie, quelle technique on utilise et laquelle on refuse. Est-ce qu'on doit tout rejeter ? Mais finalement, notre cerveau humain a inventé aussi des belles choses. Est-ce qu'on doit les jeter aussi ? Mais en tout cas, ce qui m'a aidé moi personnellement, en plus d'Ishmael à me remettre en question et à me poser les bonnes questions, ce sont les ouvrages de Murray Bookchin, qui lui, clairement, on est dans les années 60, 70, dit les choses en disant, voilà, à partir du moment où on considère la nature comme étant des ressources, on considère que l'homme est une ressource. Et donc, il fait le lien capitalisme et utilisation de la nature et des ressources de la planète. Et c'est un des premiers, finalement, à le faire. Et à aller jusqu'au bout du raisonnement. Et à remettre en cause le capitalisme de façon globale. Dans ce respect de la nature et au respect de notre place au sein de cet écosystème. Si on ne se pose pas ces questions-là, alors on va rester dans notre position d'homme blanc dominant, quitte à détruire tout le reste, mais en sauvant un petit bout de confort. Et puis finalement, si on n'est que quelques-uns à profiter du confort, c'est pas grave. Oui, voilà. En plus, ça fait totalement écho à ce que tu disais tout à l'heure sur l'inversement de la pyramide et la quête du bonheur, enfin l'injonction en tout cas au bonheur. Aujourd'hui, le mouvement des écologistes, enfin pour beaucoup, c'est comment faire perdurer ce confort le plus longtemps possible par des petits gestes ou des choses comme ça, mais c'est surtout en fait préserver une domination blanche sur le monde le plus longtemps possible. Et qui serait plus verte. Oui, le mot est juste, ce sont des aménagements à la marge. C'est-à-dire, c'est comment aménager, rendre plus humain ce monde capitaliste. Bon, tout le monde voit qu'il est inhumain, donc on va pas non plus tourner autour du pot. Enfin, on va dire tout le monde voit. Voilà, rendre humain l'inhumanité et rendre vert la destruction de l'humanité. Rendre verte la destruction de l'humanité, tout verdir, oui, on va dire. C'est exactement ça. Mais c'est de rien changer finalement au système, mais juste à la marge. En fait, ce qui est navrant pour moi, c'est le peu de radicalité qu'il y a dans le mouvement écolo. Le autant mouvement chez écologiste les élus que chez les oui, bien sûr, citoyens. Bien sûr. Et en même temps, je le comprends. On sait très bien que tout changement est une épreuve, que la peur du changement existe, que se projeter dans une autre civilisation ou se projeter dans une vie qui ne serait complètement différente de celle qu'on a aujourd'hui, c'est pas évident. Donc j'en suis tout à fait consciente. Mais d'un autre côté, quel choix on a ? Il y en a pas. On va dans le mur, donc soit on est prêt à faire un changement radical, soit on continue en changeant, en se donnant bonne conscience. Et le fait de trier ses déchets, c'est comme je le dis assez souvent, le fait de considérer qu'on a fait sa part, on va pouvoir revenir là-dessus, hein, mais le fait de considérer qu'on fait sa part dans la lutte contre le dérèglement climatique, en triant ses déchets et en prenant des douches courtes, on peut se sentir mieux après en se répétant ça à longueur de journée, mais c'est totalement illusoire et c'est surtout irresponsable. Parce que soit on nomme les vrais pollueurs, soit on vise les vrais responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Enfin, on est obligé de nommer. Or, aujourd'hui, on nous pousse à nous regarder le nombril et à considérer que nous sommes responsables de la situation, nous. Et ça, c'est faux.
J'aimerais juste redéfinir bien qu'on s'entende sur le mot radical, qui n'est pas forcément un changement, un grand changement, parce que à ce moment-là, des grands changements, des modes de décision extrêmes sont pris en ce moment par le système. Le système, en fait, provoque des changements extrêmes, des destructions extrêmes qu'on pourrait qualifier de radicales. Mais pour nous, plutôt radical, c'est remonter à la racine du problème et donc aller chercher d'abord définir quel est notre problème, remonter aux sources de notre aliénation et régler le problème à la racine. Donc pour en parler, on va lire un petit extrait de l'essai aux sources de l'aliénation de John Zerzan, qui est un penseur proche de l'anarcho-primitivisme, et qui écrit « C'est là, dans le monde marchand en expansion, qu'on commence à compter des nombres et, à la fin, seuls les nombres comptèrent. » Dans son discours de la méthode, Descartes déclara que le but de la science était de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. À une époque où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir trouver les origines ultimes de ce cauchemar. Quand le monde et sa pensée atteignent un état toujours plus mathématisé et vide, où l'on vante partout la capacité de l'ordinateur d'éprouver des sentiments et même d'être doué de vie, il devient en effet impératif de comprendre les débuts de ce voyage lugubre, y compris les origines de la notion de nombre. Il se pourrait que cette quête soit indispensable pour nous sauver et sauver ce qu'il y a d'humain en nous. En gros, ce que Zerzan il essaye d'expliquer là-dedans, et bon, qui est une réflexion qui est intéressante, c'est que voilà, c'était en fait le langage, les nombres, et c'était quoi le troisième truc ? Et les symboles, en fait, sont des façons de subjectiver le réel. En fait, c'est une barrière entre nous et ce qui est. Donc c'est notre sortie de la nature. En fait, c'est nous, on est exceptionnel, on est extrait de ce qui nous entoure, et donc on va maintenant qu'on n'est plus dedans, on va le compter, on va le répartir, on va le catégoriser et dominer, et du coup dans un but de domination ou de domestication, on appelle ça comme on veut, mais bon, on va dire domination. Et donc tout ce qu'on a réussi à créer depuis ça, est-ce que c'est pas des choses qui perpétuent en fait cette extraction de notre milieu naturel? C'est là où déjà la différence entre technique et technologie, c'est important, parce que on a toujours eu des techniques, c'est-à-dire casser un silex, c'est un processus technique en soi, qu'on partage avec d'autres espèces déjà. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est de replacer l'homme, encore une fois, avec une certaine humilité dans son écosystème. Et on n'est pas les seuls à avoir certaines capacités ou certains dons, ou bref, certaines habilités, on va dire. Après, sur de quelle technique ou de quelle technologie on a besoin, à minima, pour ne pas exploiter la Terre, ou en tout cas pour continuer à pouvoir vivre dessus sans la détruire, de façon à ce qu'elle se régénère, et que, voilà, c'est cette question-là globalement qu'il faut se poser. Et à chaque fois, on a la question de l'utilité. C'est pourquoi faire, pour fabriquer quoi, pour enrichir qui? On veut aussi aller jusqu'au bout de la question. C'est produire quoi pour enrichir qui? Est-ce que ça va polluer? Est-ce qu'on va pouvoir s'en resservir, etc. Et oui, la radicalité est obligatoire, parce que sinon on fait une réflexion qui ne va pas jusqu'au bout. Et si on ne va pas jusqu'au bout de cette réflexion, alors on ne pourra jamais évoluer dans un sens positif tel que je l'entends, c'est-à-dire dans un sens où on ne saccage rien et on respecte tout. Et ces décisions-là, on doit les prendre ensemble. Enfin, c'est pas chaque individu qui va décider tout seul, mais c'est à l'échelon local, en assemblée locale, comme pourrait dire Bookchin, c'est-à-dire de dire, voilà, on va décider ensemble de quoi on a vraiment besoin, et on va décider de comment on va fabriquer et quelle utilité et à qui ça va servir. Et de cette façon-là, on détruit le modèle capitaliste. C'est-à-dire que le modèle capitaliste qui est là pour nous inciter à acheter ou produire, en fait, pour rien, à part pour enrichir certains grands patrons de multinationales, on le laisse de côté totalement. Et on revient à des choses très simples, essentielles, qui sont, voilà, on a besoin de se nourrir. On revient sur les bases de la pyramide de Maslow. On a besoin d'avoir quelques vêtements, pas trop. Et de cette façon, on coupe complètement tout le marketing, la publicité, qui quand même, avec l'armement, un des deux plus gros budgets, un des plus gros marchés finalement mondiaux. Et on met fin, grâce à ça, au monde capitaliste dans lequel on vit, en redonnant le pouvoir localement
quitte à se fédérer après avec d'autres communes à d'autres échelons, mais on revient au principe de subsidiarité qui est le plus bas niveau qui prend les décisions pour les gens qui sont concernés, point. Et on ne cherche pas ni le profit, ni l'hyperproductivité, ni à faire acheter par d'autres. Et ça, finalement, revenir à ce principe-là serait déjà en soi révolutionnaire. Il y a deux choses que je trouve vraiment super chouettes dans ce que tu dis, c'est d'avoir l'harmonie entre vraiment l'espèce humaine et la nature, c'est retrouver véritablement une harmonie et non une domination. Et en fait, dans tout ce que tu dis, tout à l'heure, tu disais oui, l'effondrement, ça peut faire peur et c'est pas forcément joyeux. En fait, moi, tout ce que tu dis sur décider ensemble, collectivement, au niveau local, en fait, c'est super chouette, c'est hyper joyeux. Enfin, et nous, on se dit beaucoup chez Floraison, c'est de dire mais vivement que ça s'effondre et qu'on arrive à créer autre chose et à faire par soi-même, à se retrouver, à être dans de la solidarité. Mais c'est exactement ça. Dire que moi aussi, j'ai hâte que ce système s'effondre. Non pas. Allez, allons-y. Non, mais non pas parce que j'ai envie de voir ma petite liste de gens que je veux voir détruire. C'est ça, hein, c'est la revanche. On c'est a juste pour la tous une revanche. liste. Je suis sûre que vous avez tous. T'as pas gagné les élections, c'est pour ça. Des gens que vous voulez plus voir. Vous voulez plus voir. Non, mais blague à part, même si c'est pas très joyeux. Cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, si nous sommes, on peut se considérer comme en lutte contre ce système réellement, et il n'y a pas de raison d'avoir peur d'affirmer qu'on est en lutte contre ce système. C'est parce qu'on s'aperçoit bien qu'il est nuisible. C'est une nuisance en soi, c'est-à-dire qu'il empêche l'égalité, il empêche la liberté, et il empêche cette harmonie dont tu parlais avec la nature. Donc il n'est pas naturel. Et si aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent à péter un câble, en burn-out, avec des boulots de merde, et à se poser vraiment des questions sur quel sens a leur vie, c'est parce qu'ils comprennent qu'il y a une schizophrénie, qu'il y a une vraie dissociation entre finalement ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux comme étant nécessaire pour leur bonheur et ce qu'on leur montre de l'idéal de bonheur qu'on leur fabrique. Et aujourd'hui, j'espère que c'est pas que une impression et que c'est pas moi qui me crée un monde parallèle pour me faire plaisir, mais je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés, qui ont été vraiment dans le système et de façon à ce qu'ils y restent, hein, qu'on leur a bien travaillé le cerveau pour qu'ils y restent, et qui se disent non, mais moi je vais m'extraire pour ma propre survie et pour mon bonheur et pour celui des autres surtout, et pas que le mien. Je vais m'extraire de ce système-là et je vais travailler à un monde parallèle, à une dérivation. Et cette dérivation, elle se fera pas toute seule. Elle se fera finalement avec tous ceux qui auront ce même rêve de bonheur, et de bonheur collectif cette fois-ci. Moi, j'aimerais réagir sur la technique et juste compléter avec la petite critique de la technique, qu'effectivement, en fait, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'on va choisir dans les techniques qu'on a à disposition, sachant qu'elles proviennent du système qu'on a, qui est autoritaire. Donc elles proviennent soit de l'administration, soit de l'armée, soit de la société marchande. C'est eux qui aujourd'hui investissent dans la recherche. Donc elles maintiennent, en fait, elles proviennent d'une société autoritaire, en même temps qu'elles la maintiennent. Dans un autre système beaucoup plus démocratique, on pourra inventer d'autres techniques qui, elles, d'une, sont soutenables, on l'espère, pour des millions d'années, comme d'autres peuples, comme d'autres sociétés ont inventé des techniques qui étaient soutenables. Et donc en fait c'est les deux à la fois, c'est-à-dire qu'à la fois je serais plus pessimiste en disant on va clairement pas pouvoir piocher dans un menu les techniques industrielles qui nous plaisent et celles qui nous plaisent pas, parce qu'elles dépendent toutes d'un système mortifère, mais en même temps il y a des choses qu'on peut pas encore imaginer vu les structures dans lesquelles on évolue aujourd'hui. Oui, alors moi je fais confiance, c'est vrai, à l'intelligence humaine qui est là, qui existe. On a quand même les preuves tous les jours.
pour inventer autre chose. Alors on pourrait dire oui, alors l'intelligence artificielle. Ah non, là, c'est pas du tout là où je voulais en venir. Moi, je souhaite pas qu'on réfléchisse à comment on va sur Mars ou comment on colonise la Lune ou etc. Ou comment on envoie une voiture dans l'espace. Je veux qu'on réfléchisse à comment on se sert de notre intelligence pour inventer effectivement de nouvelles techniques. Mais là, c'est l'archéologue qui parle à nouveau. C'est que j'ai finalement passé des années à baigner dans un univers qui n'était pas celui de l'univers capitaliste, qui était à étudier des sociétés médiévales, voire des villages gaulois, à étudier l'espérance de vie de ces gens-là, à comprendre comment la société s'organisait dans des petites communautés finalement, ou voire même dans des villes, mais qui n'avaient pas les proportions de gigantisme qu'on a aujourd'hui dans des mégalopoles. Et donc, moi, quand je parle de technique, j'ai dans la tête, finalement, mon imaginaire, ce sont des techniques qui datent du Moyen-Âge, donc qui n'ont aucun rapport avec les technologies capitalistes qu'on a aujourd'hui et qui n'étaient pas dans un but capitalistique non plus, ni de profit, etc. De la civilisation industrielle, en fait. La civilisation, enfin, moi, mes exemples de civilisation, c'est celle du passé. Je ne vis pas dans le passé. Mais je me suis enrichie de ces exemples-là et j'ai pu en apprécier finalement à la fois l'efficacité, la simplicité. Et sans revenir forcément dans le passé, il suffit d'aller voir dans d'autres pays pour retrouver des techniques extrêmement simples où on va faire de l'énergie grâce à une dérivation encore plus simple que les moulins, finalement, les moulins à eau qu'on a pu inventer avant la civilisation industrielle. Il y avait déjà des moulins à eau ou des moulins à vent. Mes exemples, finalement, viennent à la fois du passé et du présent, mais pas de ceux qu'on a sous les yeux. Et ça, c'est clair. Et je connais leur efficacité. Je connais à la fois leur simplicité, leur efficacité, et que ça peut nous suffire. Et il y a une dernière chose, c'est que les dystopies sont parfois très utiles pour garder l'espoir et surtout rendre l'effondrement joyeux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je le souhaite, parce que ce monde-là étant nuisible, vivement qu'on passe au suivant. Mais pour imaginer le suivant, parfois vous avez des ouvrages fantastiques, dont Anthropia, de Samuel Alexander, que je conseille à tout le monde, parce que finalement, dans cette dystopie-là, quand vous le lisez, vous êtes plongé dans un monde qui peut être celui d'après, et qui l'est, et d'une façon qui n'est pas anxiogène, et qui n'est pas, c'est pas du catastrophisme, c'est pas on va tous mourir. Même si je sais très bien qu'on est déjà rentré dans un effondrement et qu'il y a déjà des morts par milliers ou par centaines de milliers. Mais au moins, on présente l'imaginaire ou les dystopies ou n'importe quel roman peut présenter des sources d'espoir en nous présentant la vie quotidienne telle qu'elle pourrait être dans 20 ans ou dans 50 ans. Alors, c'était pas le sujet à la base, mais du coup, tu soulèves un peu la question. Alors, on va en parler. Le discours sur l'effondrement là qu'on entend de plus en plus dans les médias, qui est porté par des têtes, différentes têtes qui commencent à être vraiment connues. Il est anxiogène, extrêmement anxiogène. Qu'est-ce que tu penses de l'impact social et politique de ce discours Alors, on va dire qu'il y a des conséquences dramatique que je ne souhaite absolument pas, c'est le fait de faire mieux accepter une future dictature verte. Plus il y a ce discours anxiogène ou le fait de continuer à affirmer qu'on va dans le mur, que notre société va s'effondrer, etc., fait que de plus en plus de gens autour de nous sont prêts à renier leur liberté ou les laisser de côté. Et c'est un discours que j'entends de plus en plus, quelle que soit la profession des gens ou le milieu socio-professionnel. Enfin bref, c'est un discours qui, pour moi, doit être combattu avec de vrais arguments et des propositions qui sont totalement contraires. Et effectivement, la démocratie directe et l'idéal anarchiste proposent autre chose. Propose bien l'opposé de la dictature verte, telle qu'elle pourrait être imaginée et conçue, soit par des experts qui seront nommés par je ne sais pas qui, pour nous dire qu'il faut ne plus faire ça, ne plus aller là, etc. Je pense que les bonnes décisions peuvent être prises par des individus émancipés, conscients, responsables et non infantilisés, et que ces décisions-là, prises dans un cadre d'assemblée locale, encore une fois,
permettent de faire les bons choix. Parce qu'elles ne seront pas imposées ni par des lobbies, ni par des multinationales, ni par une secte, ni par des religieux autoritaires, ni par un gouvernement autoritaire. Et c'est là que c'est important. C'est parce qu'il faut faire absolument, à tout prix et très rapidement, faire passer le message qu'il y a autre chose comme modèle, autre chose comme espoir qu'une dictature. Or, aujourd'hui, on est dans une période de notre siècle où c'est un discours qu'on entend beaucoup trop et qui se généralise beaucoup trop, en tout cas. Même, à un moment, on s'est vraiment demandé si... d'ailleurs, on aimerait faire un épisode consacré à ce sujet, mais on s'est demandé si ça n'avait pas déjà commencé en réalité. Parce que quand on regarde les mesures autoritaires qui sont prises au nom de l'écologie, si ça ne s'appelle pas... peut-être pas écofascisme, parce qu'on n'a pas tout l'imaginaire... fasciste classique, mais en tout cas très autoritaire, et en tout cas des privations de liberté, des privations de décisions collectives, de comment on organise, comment on pense l'écologie collectivement, mais du coup ça se fait évidemment comme d'habitude contre les plus pauvres, et prise de façon totalement autoritaire et moyennant police, pour mettre en place ces mesures. On l'a vu récemment. Oui, 2 exemples, c'est l'accueil des réfugiés climatiques, et le deuxième, c'est les Gilets jaunes qui sont sortis dans la rue par l'hypocrisie de dire c'est une taxation pour l'écologie. Alors oui, ils ont réagi effectivement au problème. L'écologie, c'est toujours sur les plus pauvres que ça doit tomber, quoi. Oui, mais c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de responsabiliser au même niveau le patron d'une multinationale et un smicard. Et en fait, non, ils n'ont pas la même responsabilité. Ça, c'est juste pas possible. Mais finalement, on va dire que dans le discours écologiste ambiant, je vais pas faire de différenciation, et puis il y a de tout dans le mouvement écologiste, donc on va généraliser un petit peu, malheureusement. Mais il y a, de façon claire, le fait de responsabiliser chaque individu, sans regarder le déterminisme social, sans regarder son histoire, sans regarder ses possibilités financières, et sans regarder aussi si c'est un vrai pollueur. Quelqu'un qui habite une passoire thermique n'est quand même pas au même niveau de responsabilité que le patron de Total. Donc, considérer que chacun doit faire sa part en triant ses déchets, encore une fois, je prends juste cet exemple-là, c'est faux, c'est extrêmement culpabilisant, et on doit supprimer ce type de discours. Clairement, vraiment, quoi. C'est quelque chose qu'on ne doit plus entendre si on est quelqu'un de responsable, et qu'on décide finalement d'aller vers des vraies mesures qui auront un impact. C'est-à-dire empêcher des bateaux de croisière de circuler sur la planète et sur tous les océans, c'est une mesure importante. Ne pas privilégier les 4x4 au moment de leur achat. Alors on va me dire, attention, l'écologie punitive, c'est dramatique. Voilà. Sauf qu'il n'y a jamais eu en fait d'écologie punitive dans notre pays. Et d'un point de vue anarchiste, on peut rappeler que en fait, une liberté qui n'est pas partagée, c'est un privilège. Donc quand on dit privation de liberté, attention, privation de détruire l'environnement, c'est pas une atteinte aux libertés, puisque en fait c'est comme si on dit interdit de tuer, interdire le meurtre, c'est une privation de liberté. Ah bah non, puisque c'est pas une liberté partagée entre la personne qui se fait tuer et la personne qui tue. Bah, la même chose avec l'environnement. Il y a de liberté que si elle est partagée par toutes et tous. C'est la base, en fait. Mais c'est vrai que cette dilution des responsabilités est extrêmement dangereuse à mes yeux, en tout cas. C'est-à-dire que le fait de ne plus pouvoir reconnaître qui fait quoi et qui sont les vrais responsables empêche de nommer. On ne nomme plus les responsables, donc on ne les vise plus. Et c'est cette dilution finalement des responsabilités qui permet à n'importe quel gros pollueur de continuer indéfiniment son saccage. On passe à une petite lecture du livre Ishmael, que tu as préfacé. Ouais, c'est intéressant parce que justement ça me renvoyait à Kropotkin et à l'entraide en relisant juste ce passage, parce que j'en avais noté d'autres. Donc, il n'y a rien de fondamentalement mauvais chez les hommes. Donnez-leur à jouer une histoire qui les mette en accord avec le monde, ils vivront en accord avec le monde. Mais donnez-leur une histoire qui les confronte au monde, comme vous l'avez fait, ils vivront en désaccord avec lui. Donnez-leur une histoire qui en fasse les seigneurs du monde. Ils la joueront comme des seigneurs. Mais donnez-leur une histoire dans laquelle le monde représente un ennemi à vaincre. Ils le soumettront
comme on le fait d'un ennemi, et un jour, inévitablement, leur ennemi succombera, exsangue à leurs pieds, comme il en va actuellement du monde. Et ce passage est extrêmement pertinent, et il me renvoie à un autre livre qui est La guérilla des animaux de Camille Brunel. Et c'est un livre où effectivement on se demande si les hommes ne sont pas aujourd'hui en guerre contre les animaux, quels qu'ils soient, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Un petit peu. Et cette guerre, alors ce livre est très fort et peut paraître en première lecture brute, voire brutale, mais je pense qu'il est véritablement à l'image de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre rapport au monde, aux autres espèces. Et moi, c'est finalement cette ultra-domination de l'homme, cette hyper... il n'y a même plus d'adjectif, en fait, pour la décrire. Moi, me rend malade. Chaque phrase ou chaque fois qu'on est confronté aux animaux de cirque, aux animaux en cage, aux élevages industriels, aux élevages tout court, nous renvoie finalement notre position de cruauté. Et si être dominant, c'est être cruel et ne plus être capable de voir qu'il y a des sentiments chez les autres espèces, c'est dramatique. Ça explique énormément là où on en est arrivé aujourd'hui. D'où l'importance du coup de se désolidariser en fait de cette histoire dans laquelle les humains sont les ennemis de la nature, des animaux, etc. Il faut qu'on arrête de s'identifier en fait à l'oppresseur et qu'on nomme l'ennemi, comme on l'a dit juste avant de lire l'extrait. L'ennemi étant la civilisation. Oui, mais ce qui est difficile dans cette extraction, le fait de voir le monde différemment, avec vraiment un focus qui serait complètement opposé, c'est qu'on a été élevé avec cet imaginaire, le mythe de la civilisation, comme dit Daniel Quinn, et donc désapprendre quelque chose qui nous paraît si naturel quand on a 15 ans, 10 ans, pour certains 90 ans, c'est extrêmement perturbant. Et faire ce travail-là, finalement, je comprends qu'on préfère, comme disait Voltairine de Cleyre, l'homme va préférer le confort plutôt que sa liberté, et va préférer le confort intellectuel de rester dans une idéologie où ce qu'on nous a appris finalement depuis toujours et depuis des siècles et des siècles. Changer notre regard sur notre propre position dans le monde, je conçois que ce soit difficile. Et en même temps, je pense que c'est obligatoire et qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. De la même façon que changer le regard du patriarcat, changer le regard des hommes sur les femmes, il y a une région du monde en ce moment qui est capable de travailler sur la modification de ce regard-là. C'est au Rojava, avec finalement des cours donnés aux hommes pour leur apprendre ce que c'est que l'égalité ou pour déconstruire le patriarcat à la racine. Et je pense qu'on doit faire finalement le même travail avec notre rapport à la domination animale, c'est-à-dire faire un travail de prendre des cours, s'auto-former, c'est de ça dont on parle la plupart du temps, c'est apprendre. Voilà, on est dans un petit groupe, on est 4, on est 10, et on réfléchit ensemble à ce que signifie l'anthropocentrisme, à ce que signifie la position dominante de l'homme sur les autres espèces, pour déconstruire ce schéma qui est extrêmement dur. Oui, ça revient vraiment, pour moi en tout cas, ça fait très écho au mouvement écoféministe qui est l'émancipation des femmes et de la nature par rapport à la civilisation patriarcale et qui détruit à la fois la nature et les femmes. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que c'est clair, mais les piliers pour Bookchin, c'était aussi féminisme, écologie, démocratie directe, etc. Et pour moi, le féminisme n'est pas un combat accessoire, n'est annexe, il est central. Il est central parce que finalement, c'est la première des dominations au sein d'une même espèce sur les femmes. Comment invisibiliser la moitié de la planète, la moitié des êtres humains qui vivent aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose à déconstruire
fortement. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est de tomber dans un autre excès, qui serait de construire finalement un matriarcat. Non, l'égalité. Voilà, l'égalité. Mais c'est tentant, je veux dire, c'est très tentant aujourd'hui de dire on va... vous allez voir ce que vous allez voir, on va se venger et on va vous faire payer ce que vous nous avez fait payer depuis des milliers d'années. Je comprends que ce soit tentant, hein. Parfois, moi aussi, des fois, j'ai des rêves. Mais non, c'est pas ça. L'idéal n'est pas là. L'idéal, il est, si on dit égalité, c'est égalité pour tout le monde. C'est voilà. Mais visiblement, oui, même au sein de personnes qui se disent écologistes, c'est pas encore bien compris. Tout à fait. Voilà. Du coup, là, j'ai quelques questions un peu piquantes. Bon, j'y vais. Eh bien, vas-y. Voilà. On voit où ça nous mène. Oui. Voilà. Est-ce que vous saviez que l'écologie a gagné? Non? Vous ne saviez pas? Hugo? Je ne savais pas. Eh oui, pour les élections européennes de 2019, si on met de côté la moitié de la population qui a compris l'arnaque de toute façon, les fascistes, les bébés fascistes, l'écologie a gagné et c'est magnifique. Il suffit de voir les résultats. L'écologie libérale d'ELV, de Yannick Jadot, celle du travail, de l'autorité, de l'industrie solaire et éolienne, bref, l'écologie du capitalisme vert a débarqué au Parlement européen. Mais l'écologie avait-elle même une chance d'y entrer si elle n'abandonnait pas sa défense du vivant, ce vivant auquel on ne donne pas un prix? Yannick Jadot et son groupe auraient élu le même résultat s'ils n'avaient pas fait de compromis avec le capital, avec la pollution, avec l'exploitation. L'anarchiste espagnol Durruti disait « On ne discute pas avec le capitalisme, on le détruit ». Pour l'instant, ELV discute avec le capitalisme et il détruit la planète. Quel message, Isabelle, aurais-tu à faire passer, si tu en as un, à des naïfs ou des cyniques qui suivent cette stratégie bourgeoise en entrant dans les parlements et pensent sincèrement qu'ils ou elles vont réussir à mettre en PLS Monsanto et son monde de là-haut? Je dirais ce que John Dalberg Acton a dit à la fin du XIXe siècle, que le pouvoir tend à corrompre et le pouvoir absolu corrompt absolument. Les grands hommes sont presque toujours des hommes mauvais. Alors, croire que les grands hommes vont nous sauver, je crois que ça fait belle lurette qu'il faut arrêter de croire à ce genre de balivernes. Réfléchir à ce que c'est que le vote, finalement, quels sont nos représentants, qu'ils soient au niveau national ou européen. Et effectivement, parler des compromissions qu'il faut faire pour être élu, c'est extrêmement important. Là, je pense qu'on est dans le dur du sujet. C'est, comme je disais tout à l'heure, changer le système, mais pas trop. Je ne pense pas du tout que des députés européens écologistes vont couper court au capitalisme. Et d'ailleurs, ils ne l'ont pas annoncé. Si on écoute le discours d'avant la campagne ou même d'après, personne ne s'est déclaré anticapitaliste, à ce que je sache, dans ce groupe. C'était pas des discours révolutionnaires. Alors dire que l'écologie est rentrée au Parlement, le parti écologiste est certainement rentré au Parlement. Merci. Mais voilà. Et ils y étaient déjà. Faut pas oublier qu'il y avait déjà des élus écologistes. Et dans une vie antérieure, oui, j'ai pu me réjouir qu'il y ait des députés écologistes au Parlement européen. Seulement, moi aussi, qu'est-ce qu'ils ont voté pour eux. Oui, non, mais moi aussi, mais désolé, ouais. Concrètement, concrètement, on n'a pas à rougir finalement de nos vies passées, de nos choix passés. L'essentiel est qu'un jour, on s'en rende compte. Mieux vaut plus tôt possible. Moi, je trouve que j'ai mis du temps, attendre 48 ou 49 ans pour réaliser pas mal de choses. C'est dommage, hein, j'en suis consciente, mais au moins je le réalise. Mais en tout cas, posons-nous la question à chaque fois de qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils et elles ont fait au Parlement européen? Est-ce que l'Europe, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est plus humaine, plus verte, plus écolo? Est-ce qu'on a arrêté de détruire les fonds de l'océan par la pêche intensive? Alors certes, ils se sont battus contre. Mais est-ce qu'on a plus des trains qui circulent? Est-ce qu'on a arrêté les trajets en avion à l'intérieur des États? Est-ce qu'on a vraiment réussi à sauver la planète à l'échelon européen? Non. Absolument pas. Et même s'il y avait eu, on va dire, 10 fois plus de députés écologistes
de tous les pays d'Europe rassemblés à Bruxelles, est-ce qu'on aurait changé quelque chose? Non, parce que quand vous êtes élu, vous êtes dans le système, et donc vous obéissez à ceux qui ont les clés, et les clés ne sont pas au Parlement européen. Et peut-être qu'ils auraient pu être 10 fois plus en faisant 10 fois plus de compromis. Voilà. Avec la destruction. Et peut-être que la radicalité faisant toujours peur, des personnes qui se présenteraient avec un programme extrêmement fort, qui dirait clairement on est élu pour péter la maison, quoi. Enfin, genre on va prendre le pouvoir en France pour faire la 6e République, quoi, admettons, hein, on est à peu près pareil. Bon bah admettons soyons fous et puis je suis élu président et puis je décide au bout de 2 ans qu'il n'y a plus de système présidentiel, enfin voilà quoi, les trucs complètement forts, quoi, hein, complètement fous qu'on a pu entendre. Ceux-là, de toute façon, ne pourraient pas être élus et n'auraient pas les moyens de faire campagne, ou alors les règles changeraient. Admettons qu'ils aient les moyens, le système s'arrangerait pour changer les règles et pour faire en sorte qu'ils n'atteignent pas la sphère du pouvoir. Voilà. Donc de toute façon, c'est mort. Et il faut que les gens le comprennent vite et qu'on arrête de les culpabiliser de ne pas aller voter, surtout. Qu'on les encourage. Oui, non, mais moi je trouve que c'est très important, c'est-à-dire de nous bassiner avec des gens sont morts pour le droit de vote. Non, personne n'est mort pour qu'on ait le droit de vote. Et si on a le droit de vote, c'est pour que le système perdure. Et Emma Goldman, tu veux citer Emma Goldman? Et Emma Goldman qui mais elle disait quoi déjà, Emma Goldman, sur les si le vote changeait quoi que ce soit, il serait déjà interdit. Il y a encore une question qui pique? J'aime bien épicé, mais... Oui, si, c'est peut-être un... Je la pose, si ça t'inspire rien, on l'enlève. Ouais, d'accord. Après Rémi Fraisse, après l'expulsion militaire de la ZAD, après la démission de Nicolas Hulot, ont-ils oublié leur histoire, les élus d'aujourd'hui? Et qu'est-ce que signifierait être à la hauteur des enjeux de l'époque? Déjà, faut resituer le contexte. Quand, à la mort de Rémi Fraisse, on n'était pas nombreux à être émus dans l'hémicycle. Hein. Et c'est emblématique. Cet épisode-là est emblématique. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a essayé de faire une minute de silence. Cécile Duflot a saboté sa question qu'elle posait au gouvernement pour qu'il y ait une vraie minute de silence et qu'on puisse se lever et se tenir par la main tous les députés écologistes. Et ce qui est emblématique, c'est qu'il y en a certains qui en ont beaucoup voulu à Cécile Duflot de finalement les avoir obligés à faire ce geste. Pour moi, c'était un geste minimum. C'est certainement c'est la période de mon mandat où il y a eu une vraie rupture à la mort de Rémi Fraisse parce que il avait l'âge de mes enfants. Ils auraient pu se retrouver sur les mêmes combats, sur les mêmes lieux. On est allé sur la ZAD suffisamment souvent pour partager tous ces combats. Et cette mort-là était emblématique finalement de la façon de penser ou la façon d'envisager l'écologie du gouvernement socialiste qui n'avait rien à envier finalement à tous les gouvernements précédents ni à celui qui leur a succédé. Et que des députés de notre groupe puissent regretter un geste de solidarité ou un geste fort à l'intérieur même du lieu de pouvoir où ils étaient élus, pour moi c'était déjà catastrophique. C'est-à-dire que c'était vraiment prouvé à quel point c'était des vrais opportunistes. Et pourtant, ils sont aujourd'hui réélus. Et certains ont été nommés ministres. Et donc voilà, c'est juste un exemple qui fait mal, parce que c'est la violence avec laquelle a répondu Bernard Cazeneuve, la violence de Manuel Valls, finalement, face à la mort de Rémi Fraisse, a été... Je me suis effondrée dans l'hémicycle ce jour-là. Je crois que j'ai craqué complètement. Et j'en ai pleuré, et c'est certainement la seule fois du mandat où je me suis écroulée dans l'Assemblée. Parce que je pense que c'est effectivement un moment emblématique, et finalement, que ces personnes qui regrettaient cette minute de silence qu'ils avaient été obligés de faire, ou un geste fort finalement qu'ils avaient été obligés de faire, soient réélus, soient félicités, soient encouragés ou vénérés aujourd'hui, montre bien quelle est notre société, enfin quel est finalement l'objectif de ces gouvernements et de ces élus. Et c'est très triste, c'est profondément triste.
merci. Ouais. Non, mais merci à vous surtout. Merci d'avoir écouté ce podcast. Isabelle, on peut te retrouver en septembre dans les librairies avec un livre qui s'appelle Comment je suis devenue anarchiste. Oui, on a décidé de pas se triturer le cerveau trop longtemps pour expliquer les choses. Et on aura hâte de lire ça et d'en faire un épisode sur Floraison, évidemment. Donc merci beaucoup de nous avoir accueillis et d'avoir accepté cette discussion. On remercie aussi l'École du Chat Noir qui nous prête du matériel d'enregistrement pour réaliser ce podcast. Et vous pourrez d'ailleurs bientôt retrouver sur notre blog le 3e épisode intitulé « Étouffer Dieu et démolir l'État ». Partagez ce podcast s'il vous a plu. Plus que jamais, ni patrie, ni patron, ni Dieu, ni maître. Ni mari. Et vive la liberté, vive l'anarchie. À bientôt. À bientôt. Et Rémi Fraisse, on n'oublie pas. But when people fight, that is something. It does grab the attention, and it should, because it's real stuff. It isn't just this symbolic game of, oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well, I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not even a window is broken. Ideal, except it doesn't work that way. Il faut pas oublier que la première des violences, c'est celle que mon frère a subie. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère. Mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait 2 ans que mon frère a été tué. Les gendarmes n'ont toujours pas été mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, qui ont fait des soldats malgré nous. Our planet is dying. Actually, she's being drawn and quartered. We are on the verge of complete biotic collapse. And that is 500 million years of evolution gone. We are out of soil, we are out of species, and we are out of time. We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder, what the fuck was wrong with us? That we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love, it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.